Écoutez, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Bienvenue au SIDO à notre conférence. Ravi de démarrer cette conférence. Ravi de refaire un peu de présentiel. Je pense que tout le monde est un peu dans le même cas. Et d'ailleurs, c'est quand même plus simple. On va enlever les masques si maintenant on est autorisé à le faire. Voilà, super. Voilà. Et alors, la conférence est aussi lue en ligne. Donc, bienvenue à ceux qui sont en ligne. Et pour information, elle sera enregistrée. Donc pour ma part, donc le sujet aujourd'hui, c'est la digitalisation des business process, donc des processus dans les usines. Et donc pour ma part, je suis Gilles Ducrest, en charge de l'industrie 4.0 chez Microsoft. Et je suis accompagné de Sébastien Lesage et Margot Coudin, que je vais laisser se présenter. Donc bonjour, Sébastien Lesage, chef de projet digital à Constellium. T'as vraiment pas de chance. Enchantée, Margot Coudin, je travaille pour Exakisnelit Pure Player Microsoft et donc je travaille avec Constellium en tant que team leader data, app et infrastructure. Enchantée. Voilà, merci bien. Donc le sujet d'aujourd'hui sur les business, les processus dans les usines, donc c'est un sujet qui est très large, bien sûr, les processus. On le voit comme étant en fait les processus qui sont le liant pour la production sur le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est les liants dans le sens ordre de fabrication, dans le sens exécution, instruction, etc., etc. Donc beaucoup de process sont en fait indépendants dans les usines et il y a besoin de ces processus pour en créer un liant. Et en fait, l'état de maturité des usines par rapport à ces liants sont très différents. De certaines usines ont des MES et tout est automatisé, c'est très simple. Et d'autres usines, tout se fait encore sur fiche papier. Mais en fait, on se rend compte que ces processus, donc dans tous ces cas-là, il reste des irritants dans ces processus. Trois grandes catégories d'irritants pour un petit peu simplifier. Les irritants administratifs, c'est l'obligation d'avoir à enregistrer des temps de présence au niveau de l'atelier, au niveau du chef d'usine, au niveau de l'HR, donc la répétition de ces enregistrements. C'est ensuite la catégorie des ralentisseurs liés à du papier encore. Donc c'est des contrôles qualité qui se font encore sur papier ou des contrôles heure par heure d'une production, etc. Donc tout ça, ça ralentit les processus. Et donc ça altère l'efficacité individuelle et collective. Et puis une troisième grande catégorie d'irritants sur ces processus, c'est tout ce qui est confusion. Donc le fait qu'il y ait trop d'informations et donc trop d'alarmes, on n'arrive pas à décider quelle action prendre quand on a trop d'informations, c'est trop confus, ou encore manque d'informations, donc pas savoir où aller chercher l'information. L'information d'un document qui va refléter le temps qu'il faut pour la durée de vie d'un des composants avant de le changer, ce genre de choses. Donc c'est trois grandes catégories de composants. Et donc aujourd'hui, on est capable de mettre en place des technologies avec des plateformes low-code, no-code qui vont permettre de très rapidement faire des liens entre ces processus, faciliter une saisie pour ensuite aller l'inscrire dans un autre outil, et donc d'avoir cette passerelle entre les outils qui vont être capables d'accélérer tout ça. Et c'est des grands gains d'efficacité. Je prendrai deux grands exemples. On a chez Nestlé en particulier, par exemple, mis en place une démarche systématique de revoir tous ces processus et de voir comment les digitaliser. Et donc, c'est avéré qu'on est tombé sur une usine, sur une quinzaine de processus. Donc, on a monté une quinzaine d'applications de manière assez simple. C'est des applications qui vont mettre 2-3 jours à être développées. Ça va être des applications tour de terrain. Donc, on fait un tour de terrain avec une tablette et dans ce cas-là, on tag les équipements qui vont devoir être maintenus dans la journée ou sur lesquels on va devoir faire quelque chose. Ça peut être avoir la vue des jauges avant de démarrer un tour, une vue agrégée des jauges pour savoir où est-ce que je vais devoir amener des composants pour être capable d'alimenter correctement ou de préparer correctement mes équipements. Et cette petite quinzaine d'applications, chacune développée en 2-3 jours, ça a amené un gain de 500 heures par mois et par usine. Donc vous vous rendez compte qu'avec ce petit type d'application, on est très rapidement sur des gains d'efficacité qui peuvent être tout à fait substantiels. Deuxième exemple, un grand industriel où en particulier, on a déclenché ce projet pendant le Covid, il avait un souci de validation de bons de livraison des colis des fournisseurs. Et en fait, le processus, c'est il prend le bon de livraison, il regarde dans un cahier ou dans une base Excel quelle est la personne en charge de ce fournisseur, et puis il envoie le bon de livraison vers la personne chez lui en charge du fournisseur qui le valide, et ensuite le fournisseur peut être payé. Ça a l'air de rien comme ça, c'est une petite manip qui prend une petite dizaine de minutes, mais quand on le cumule, il en a 9000 à faire par mois.
et par usine, et par centre de distribution. D'accord ? Et donc là, ce qu'on a fait, c'est un truc très simple. Maintenant, il reçoit les bons de livraison, il attend toutes les heures, il les scanne dans un scanner automatique qu'il envoie dans une boîte mail. Cette boîte mail va regarder dans le bon de livraison qui est le fournisseur, avec de la petite détection visuelle, et puis regarder dans une base qui est en charge de ce fournisseur, envoyer automatiquement l'email vers la personne en charge du fournisseur, qui la valide, et dans ce cas-là, le processus ensuite de paiement peut aller vers le fournisseur. Ça a l'air de rien, mais finalement, ça représente 11 millions d'euros par an pour cet industriel, donc cumulé sur l'ensemble de ces unités de centre de distribution. Donc voilà, deux grands exemples par rapport à tous ces petits irritants qui vous montrent un peu dans quel type de tendance les industriels sont aujourd'hui en train de s'inscrire, quels sont les types de gains qu'on peut attendre. Et puis donc cette petite application des bons de livraison, ça a été développé en 4 jours, quoi. Donc on est vraiment dans une dynamique où maintenant la technologie peut aider à lever tous ces irritants. Et donc ça vaut le coup de se mettre en marche pour aller vers ce type de techno et de service. Et donc pour un peu présenter le débat, je vais maintenant tourner vers Sébastien. Et alors Sébastien, donc chez Constellium, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment vous avez regardé l'industrie 4.0, comment vous avez mieux compris vos besoins, et pour ensuite voir après comment l'usage solution. Oui, tout à fait. Alors pour rappeler déjà, Constellium, c'est une industrie qui fait de l'aluminium. Donc on est un des acteurs majeurs d'aluminium. On vend des produits laminés et extrudés en aluminium. C'est 25 cycles de production, 12 000 collaborateurs, principalement en Europe et aux États-Unis. Et alors, nous, on n'est pas parti sur les irritants. On a vraiment décidé de se focaliser sur les aspects process. Donc vraiment ce qui fait notre métier, le métal. Et alors l'historique a commencé il y a un petit peu plus de 3 ans où on a commencé à essayer, tout simplement. Donc le COMEX a décidé de mettre en place une équipe dédiée digitale pour tester sur des POC qu'est-ce qui ferait sens pour notre industrie. Donc ça a pris une petite année et demie. Et on a très vite découvert les grands thèmes qui pour nous ont du sens et sur lesquels on se focalise et qui nous occupent maintenant à 100%, j'allais dire. Donc pour nous, c'est principalement donc, tout ce qui est processus métal, donc le flux de métal dans nos usines qui est primordial chez nous. Le deuxième point qui a marché très fort et qui continue à marcher très fort, c'est tout ce qui est maintenance 4.0. Donc se servir de la donnée pour avoir des machines en état de marche en permanence et réparer juste au bon moment. Et voilà, donc, on en est là maintenant avec vous. Et alors, ce que tu me disais, c'est dans cette analyse de besoins, vous avez eu vraiment une attitude coopérative et bottom-up avec l'ensemble de vos usines pour vraiment arriver à analyser quels étaient les scénarios majeurs dont ils avaient besoin. Oui, en fait, il y a eu 2 gros leviers du besoin. Donc, d'une part, c'est le soutien absolu, l'incitation même du COMEX pour nous aider là-dessus. Et bien sûr, les opérateurs, les gens sur le terrain qui sont en demande d'outils digitaux, qui ont compris qu'il y a toute usine a beaucoup de données et que les exploiter révèle pour eux un sens énorme et peuvent les aider à aller encore plus loin, même sur des processus qui sont déjà bien établis. Si on veut encore gagner, c'est le digital qui peut permettre de le faire. Et c'est là-dessus qu'on est parti. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets de scénarios d'usage que vous avez, sur lesquels vous avez réfléchi, implémenté, quel type de gain ça a pu apporter? Alors, premièrement, l'un des sujets les plus anciens qu'on a essayé d'implémenter est en EHS, donc en sécurité et environnement. Tout ce qui est interaction homme-machine. Donc on a des machines, donc, vous en avez quelques-unes là, typiquement à laminoir. C'est des machines qui sont énormes et qui sont très dangereuses. Et on a mis en place, alors en l'occurrence, c'est pas pour des laminoirs, c'est pour des chariots élévateurs, une intelligence artificielle sur des caméras positionnées à des endroits stratégiques qui permettent d'avertir si un piéton et un chariot vont se situer dans la même zone. Donc le gain immédiat, il est en sécurité, travailler en toute sécurité et éviter les accidents. Le deuxième point, effectivement, c'est tout ce qui était suivi métal. Donc, ça, j'ai déjà dit. Plus particulièrement, tout ce qui a été suivi de nos chutes. Donc, il faut savoir que notre industrie recycle énormément. Donc, l'aluminium a ceci de bien qu'on peut le passer indéfiniment dans un four et refaire de l'alu neuf avec des anciennes chutes.
Et pour nous, le suivi de ces chutes, donc la qualité de ces chutes et leur composition est extrêmement importante. Et ça, on l'a fait de manière digitale, en marquant automatiquement nos bennes et en sachant exactement ce que contiennent nos bennes pour pouvoir les mettre après dans les fours de manière adéquate. Et après, il y a tout ce qui est utilisation de la donnée, où là, on essaye en particulier d'aider les opérateurs à exploiter les données que leur machine génère. Donc en particulier en maintenance 4.0, où on est en train avec Margot de construire un système d'alerte sur lequel un opérateur peut venir sélectionner un signal, n'importe lequel, celui de sa machine, définir des limites et l'oublier et n'être réveillé que quand ces signaux vont passer les limites qu'il a définies. D'accord. Donc en gros, des outils d'aide à la décision. Complètement, oui. Sur de la maintenance ciblée, arriver à mieux comprendre quand on doit maintenir, pourquoi maintenir, mieux comprendre la machine. Oui. Et des outils d'aide à la décision sur le processus qualité, arriver à comprendre et à analyser le réglage d'une machine en fonction du composant en entrée, de son origine, de ses qualités, etc. Alors exactement, il y a bien sûr le fonctionnement process, mais il y a aussi après tout ce qui est historique, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc aller chercher dans les données si on a un défaut qualité ou si on constate une dérive sur une machine, d'où vient cette dérive, est-ce qu'elle est liée à la machine que je suis en train de regarder, est-ce qu'elle est dans le processus aval, est-ce qu'elle est dans le processus amont, est-ce qu'elle touche un client particulier ou pas. Donc l'utilisation des données permet ça. Ouais. Très bien. Donc un processus très bottom-up par rapport au scénario, un processus d'expérimentation. Oui. Et en même temps, un processus de capitalisation par rapport à cette expérimentation pour être capable de passer à l'échelle, de répéter les expérimentations. Alors, c'est exactement ça. L'expérimentation permet d'affiner. Donc, l'expérimentation nous a permis de dégager ces piliers fondamentaux pour Constellium, de créer ce que nous appelle les fondations. Donc, et le retour d'expérience de ces expériences permet d'affiner les modèles de données, comment sont structurées les fondations pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de nos opérateurs. Très bien, merci. Et donc, alors Margot, pour accompagner techniquement toute cette démarche, quelles sont les grandes idées qu'on a dû mettre en œuvre, les grands moyens d'opérer ? Du coup, avec Constellium, on a commencé il y a 2 ans, plus ou moins, à travailler ensemble. Il y avait beaucoup de chantiers à mettre en place du point de vue technique, parce que, comme l'a très bien dit Sébastien, on était vraiment sur des POC, il y avait encore beaucoup de choses mises en place. Et donc, ce que nous, on a proposé comme approche, c'est d'abord d'aller comprendre le métier, parce que comprendre le métier de l'aluminium, c'est pas toujours évident quand on fait que de l'informatique. Donc, on a passé beaucoup de temps avec les opérateurs sur site à bien détailler le process. Et à l'issue de ça, on a mis en place des premiers modèles de données. Donc, les premiers modèles de données industriels, on a commencé par une petite usine, Montreuil, qui est, je pense, une des plus petites usines. C'est une petite. Voilà. Donc, avec eux, on a construit ces premiers modèles de données industriels qu'on a éprouvés. On a fait beaucoup d'échanges avec eux pour qu'ils le comprennent aussi, parce que s'ils n'arrivaient pas à appréhender le modèle, ils auraient du mal plus tard à créer des choses techniques de leurs propres moyens s'ils ne comprenaient pas vraiment l'intérêt de notre démarche. Et ensuite, ce qu'on a réalisé, là, on a implémenté finalement techniquement des choses. Donc, c'est la mise en place de la plateforme de données, c'est la création des flux du coup à l'aide du cloud, parce que donc à Constellium tout est sur le cloud, sur Azure. Donc la mise en place de cette plateforme de données, on utilise des technologies comme Data Factory qui sont, disons, les ETL du cloud, qui permettent de se connecter à vraiment plein de sources de données différentes, qui ont des typologies très différentes. On le découvrira un peu plus après dans la présentation quand on reviendra sur le sujet de maintenance. Donc voilà, on a dû traiter les aspects de volumétrie, de stockage. Donc on a pensé avec des architectes et des fonctionnels l'architecture la plus adaptée aux besoins. Et à l'issue de ça, on a remené des ateliers donc avec les opérateurs dans un premier temps pour remplacer les fiches qu'ils ont tous les matins au meeting matinal, typiquement pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la journée. Donc on a créé des tableaux de bord avec l'outil de reporting Power BI avec eux, donc main dans la main, pour qu'ensuite ils arrivent à prendre eux-mêmes la main sur le développement de ces rapports, qu'ils soient autonomes
pour créer finalement leurs propres analyses, leurs propres KPI, sans forcément que toute la cellule digitale soit là à les accompagner à chaque fois. Notre objectif, typiquement pour Montreuil, si je peux finir avec ce premier cas d'usage, ça a été finalement de leur créer un modèle de données connecté finalement à un rapport de business intelligence avec ce qu'on a appelé le bac à sable. Donc, c'est-à-dire que le modèle était déjà créé sur l'outil de reporting et ils étaient à même, vu qu'ils l'ont construit avec nous, de créer leur propre rapport avec leurs propres données. Donc ça a plutôt bien marché. Ensuite, vous allez me poser forcément la question de comment est-ce qu'on a pu pérenniser ça. Donc on a créé une communauté de key users. Je pense que c'est des termes que vous avez déjà dû tous entendre. Donc on a créé cette communauté avec des personnes qui étaient intéressées par le sujet vraiment du digital, qui ont été très moteurs. Hein. Donc c'est des opérateurs, c'est des ingénieurs, etc. Et on a mis en place ce qu'on appelle des comités de données. Donc c'est-à-dire que chaque mois, cette communauté de key users dans l'usine se retrouve obligatoirement pour passer en revue les données, passer en revue les rapports, pour vérifier que la qualité des données est toujours présente et qu'ils peuvent continuer à utiliser ces outils pour finalement garder ce lien. Voilà comment ça s'est passé au début de l'histoire. Oui, si je peux ajouter, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental. Tu viens de dire deux choses qui sont très fortes chez nous. La première, le digital est fait pour nos opérateurs, pour les gens qui sont dans l'usine et qui y travaillent. C'est pas un outil d'ingénieur dans sa tour d'ivoire. Donc ça, c'est une des directions fondamentales de Constellium, c'est que le digital est fait pour les gens qui travaillent au contact du métal. Donc ça, c'est clé pour chez nous. Et deuxièmement, c'est cette organisation de comité data qui est à vrai dire à deux niveaux. On a un niveau trans-usine qui est là pour définir les bonnes pratiques et les règles, comment on gère nos données. Et dans chaque usine, donc un niveau qui est plutôt dédié à la qualité de données, avec des possesseurs de données qui, eux, sont responsables de leurs données, de sa qualité et de sa mise à disposition. Donc c'est ces deux échelles-là qui vont nous assurer la pérennité de ce qu'on est en train de monter. Et puis du coup, si je peux ajouter, ce qui a été super important dans cette démarche, c'est qu'ils sont effectivement responsables de leurs données. Donc s'il y a des questions par rapport à d'autres personnes qui développent des rapports, ils ont le savoir et ils nous ont accompagnés finalement, ces responsables de données, sur toute la durée du projet. Donc ils ont aussi acquis des premières notions concernant le cloud, concernant les processus qu'on a mis en place. Donc ils pourraient aussi être amenés finalement à faire quelques petits correctifs si c'était nécessaire. Et en plus de ça, ça responsabilise finalement énormément les personnes justement dans les usines pour ces technos. Donc on a une adoption qui est quand même vraiment très très importante. Ouais. Donc data model, processus qualité de données, c'est des terminologies qui peuvent faire un peu peur. Finalement, est-ce que c'était... Alors, deux questions. Qu'est-ce que c'est qu'un data model? Si tu peux donner quelques exemples, Margot, chez Constellium. Et puis ensuite, Sébastien, comment vous avez mis en place, quelle était l'adoption de ces nouveaux processus? Est-ce que ça a été effectivement simple, incrémental, parce que c'est suffisamment uniquement discuter avec les gens de voilà pourquoi c'est intéressant la donnée, est-ce que tu veux bien prendre la responsabilité d'eux ou est-ce que c'est plus compliqué? Donc data model, si tu veux commencer. Alors modèle de données, effectivement, c'est finalement le cœur de l'organisation de nos données dans nos systèmes d'information. Donc pour mettre en place ça, on va vraiment partir, comme je disais, du fonctionnel. C'est super important de bien retracer comment se passe finalement la création d'aluminium, comment se passent les process, comment ça se passe dans l'usine. Et donc nous, on va essayer de traduire ça techniquement sous forme de table avec des relations. Donc on va avoir nos mesures, nos KPI, et puis on va représenter ça sur ce qu'on appelle des dimensions. Et donc les dimensions, c'est quoi? Ça va être sur quoi on veut représenter nos mesures. Donc sur une machine, sur une usine, sur une BU. Voilà. Donc c'est cette chose-là qu'on a fait, qu'on a adapté. Il y a beaucoup de modèles qui sont assez communs. Dans toutes les industries, on retrouvera forcément le même principe avec des tables d'ordre de fabrication, des choses comme ça. Et ensuite, on adapte ça finalement au métier de l'aluminium. On a adapté ça au métier de l'aluminium pour Constellium. Voilà. Donc ça passe par une série d'interviews avec les différents métiers donc chez Constellium, et ensuite de synthétiser ces interviews dans des tables avec tel type de télémétrie. On a une taxonomie pour cette télémétrie, et puis on a ces liens entre ces différentes colonnes d'une feuille Excel, si vous voulez, pour le simplifier, quoi. Et donc tout ce processus, comment ça a été accepté, entraîné, comment ça s'est passé? Alors, plutôt simplement, pour une première bonne raison, c'est que les gens étaient en demande d'exploiter leurs données. Donc à partir du moment où les gens sont motivés, sont concernés par leurs données,
le fait d'être propriétaire de données passe assez bien. Alors, c'est un nouveau métier, c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre. Ce n'est qu'une toute petite partie de leur métier, parce qu'à côté de ça, ils sont en général responsables d'une machine ou d'un site de production. Donc c'est une petite partie, mais c'est néanmoins quelque chose que les gens ont assez bien pris parce qu'ils y voient leur propre intérêt. Ce n'est pas de la donnée pour quelqu'un d'extérieur, c'est de la donnée pour qu'eux puissent avoir leur KPI qui remonte tous les matins sur ce qui se passe sur leur machine, leur site de production, leur ligne de production, etc. Donc plutôt bon accueil, oui. D'accord. Et donc quelque chose ensuite que vous avez systématisé après être parti de certains interviews dans certaines usines, en particulier Montreuil. Et donc maintenant vous avez mis en place une gouvernance par rapport à ça. Donc des stircos sur la donnée. Voilà, expliquez-nous un petit peu bien la gouvernance que vous mettez maintenant pour la continuité de cette initiative. Alors, donc, ces comités de données sont là par usine et sont là pour rester usine parce que la donnée est générée par l'usine et propriété de l'usine. Après, c'est ce que j'expliquais, on a au niveau intergroupe, donc on a un organe de décision en commun de quelles sont les bonnes pratiques qu'on doit avoir vis-à-vis de nos données, comment est-ce qu'on est censé les structurer, comment est-ce qu'on les garde, combien de temps on les garde, comment on les nomme. Donc tout ça, c'est mis ensemble. N'importe qui est intéressé par le sujet ou qui est touché par ce sujet peut participer à ces instances de bonnes pratiques, j'allais dire data, qui se réunissent toutes les 6 semaines. On en a une cet après-midi d'ailleurs. D'accord. Et donc c'est aussi un moyen, je te permettrai de compléter après, c'est aussi un moyen pour vous de finalement standardiser vos données entre usines, etc., pour être capable ensuite de faire de l'analyse croisée sur les bons fonctionnements d'une usine, d'un équipement entre usines, etc. Alors, tout à fait. Le but ultime à la fin, c'est d'avoir un dépôt de données unique qui soit accessible à tous, je veux dire à ceux qui en ont besoin, et qui, pour le coup, lui, est basé sur le cloud, parce que qui dit dépôt de données unique dit lieu commun pour les mettre. Donc là, pour nous, c'est le cloud Azure. Et effectivement, le but là, c'est que ces données qui rentrent soient standardisées pour que n'importe qui puisse y retrouver, qu'ils viennent d'Amérique du Nord, qu'ils viennent d'Espagne ou d'Allemagne. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, du coup, je rajouterais que techniquement, sur cette vision-là, donc on a mis en place pour cette usine à Montreuil un premier socle technique et l'objectif qu'on a maintenant, c'est de pérenniser ça sur les usines qui sont plus conséquentes de Constellium. Donc l'approche qu'on va avoir pour ça, c'est qu'on va rester sur la même stack technologique. Donc on définit ensemble finalement quelle technologie on utilise parce que c'est vrai que sur Azure, on a énormément de choses, on a énormément de possibilités. Donc on s'est concentré sur ce qui était pertinent justement pour cette usine de Montreuil qu'on reproduit de façon plus massive sur les autres usines. Et dans justement ce que tu évoquais comme projet sur la maintenance, on a effectivement mis en place un socle un data lake de données où on a mis en place un système d'alerte, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Ce système d'alerte, il a pour vocation d'être assez générique pour être utilisé dans toutes les usines. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on construit techniquement a pour objectif, finalement, d'être le plus possiblement modulable en fonction des différentes usines et des différentes données. Donc, on a des données qui sont certes différentes, mais on est capable de mettre, avec les technologies en place, un système qui sera réutilisable. C'est l'objectif qu'on a en ce moment. Et donc, 2 grands facteurs clés, on va dire, sur la technologie. Un, le cloud, parce que c'est un moyen facile d'agréger de l'information, de la structurer, de la mettre à disposition de tous, avec tous les droits d'accès, etc. Et de créer des services par-dessus. Voilà, et de créer des services. Et après, sur les services, un autre type de technologie qui a été utile, c'est le low-code, no-code. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un exemple, donc peut-être dans la maintenance, ce que ça fait, et ensuite comment vous l'avez mis en place, Marco ? Typiquement, sur le système d'alerte, étant destiné aux opérateurs, on veut que les opérateurs aient une interface pour sélectionner un signal et définir les bornes de ce signal sur lesquelles ils doivent être réveillés. Et ça, on voulait le faire assez rapidement, parce qu'on avait une preuve de concept à démontrer. Et là, pour le coup, on s'est tourné vers Exakis pour ça. Effectivement. Et donc, nous, on a utilisé la Power Platform. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, c'est donc les nouvelles technologies qui sont composées donc, de Power Automate, qui est l'automatisation de flux. On a Power Apps, qui est la mise en place d'applications justement en low-code, comme l'expliquait Gilles. Et on a Power BI, qui est le reporting. Et j'oublie tout ce qui concerne l'IA.
qu'on ne traite pas encore, mais qu'on traitera bien rapidement. Et donc, ce qu'on a mis en place pour cette application d'alerte, effectivement, comme tu le mentionnes, c'est que les opérateurs aient la possibilité de choisir n'importe quel signaux disponible dans les données. Donc, notre Power Apps, notre application va aller se connecter finalement à Azure, parce que c'est ça aussi toute la puissance des outils, c'est qu'ils sont très interconnectés. Donc, on se connecte à ces données qu'on a stockées dans notre mémoire de Constellium, notre mémoire de données. Et à l'issue de ça, donc il choisit son signaux et il va définir une règle métier. De cette règle métier, nous, on va la traduire techniquement grâce justement au croisement qu'on fait avec les Azure Functions, les choses comme ça qui nous permettent en mode passe de développer rapidement des systèmes Python qui peuvent faire ces calculs d'alerte. Donc on a notre Power Apps qui est croisé à tous nos services Azure en une vingtaine de jours, grand maximum, nous a permis de fournir finalement, va nous permettre de fournir aux opérateurs la possibilité de créer leurs propres alertes. Et donc en termes de gains pour l'opérateur, comment cette application, ça leur change quoi au quotidien? Alors, si on voit, une de nos grosses lignes, nos grosses machines en fait produisent à peu près 40 000 signaux, ont 40 000 capteurs installés. Donc ce sont des masses de données qui sont gigantesques, qui ne peuvent pas, physiquement pas, aller observer tous les jours. Donc là, c'était la demande de la maintenance, c'est dire sur ces 40 000, je veux que 90% soient sous contrôle sans que j'ai à les regarder, sans que j'ai à les passer. Donc c'est l'objectif du système d'alerte, c'est tout simplement être sûr que quand un capteur va dériver, que quelqu'un l'ait vu ou non, on soit alerté. Voilà. Donc un gain de temps et un gain de contrôle sur la machine sans précédent. Et donc techniquement, quand on parle d'alerte, on a mis en place ce qu'on appelle des logic apps qui fonctionnent plus ou moins comme la partie pour automate. Donc c'est l'automatisation de flux qui est déclenchée en fait à chaque fois qu'on a une entrée en base de données qui indique une alerte. Donc c'est calculé à chaque fois qu'on reçoit des données, le système tourne. Et donc il calcule son alerte. Si une alerte est levée en base de données, on a donc typiquement une ligne qui nous indique qu'il y a une alerte. Et donc cette logic app est déclenchée par l'ajout de cette nouvelle ligne et envoie dans un premier temps un email aux opérateurs. On a d'autres objectifs à terme, c'est éventuellement des SMS, des choses comme ça. Mais effectivement, ils sont alertés finalement quasiment instantanément par email qu'une alerte est levée. Et ils ont ensuite la possibilité d'aller vérifier sur des tableaux de bord qu'est-ce qui a généré l'alerte, vérifier s'il y a une tendance, si ça s'accentue et des choses comme ça. Alors voilà, après la machine de maintenance se met en route, qu'est-ce qui se passe? Investigation, intervention ou pas, voilà. Ça c'est après les processus de maintenance classiques qui reprennent la main sur l'intervention. D'accord. Une question qu'on a de manière assez classique, et c'est bien normal, c'est les devices, les objets physiques qu'on met entre les mains des opérateurs pour avoir ces alertes, etc. Est-ce que, tu peux un petit peu dire quels sont les devices qui sont mis à disposition? Ces alertes, elles apparaissent sur quoi et comment ça fonctionne? Alors, on a deux types de flux. On a un premier flux, donc le mail qui arrivera sur le poste de l'opérateur. On a un deuxième type qu'on est en train d'implémenter, qui est la mobilité. Donc effectivement, dans nos ateliers, dans nos usines, on va introduire, et notamment en maintenance, des devices mobiles, donc des mini-tablettes. Il faut savoir que les équipes de maintenance ont pour habitude d'être extrêmement réparties sur les usines, sont tout le temps en intervention, ils ne sont jamais à leur bureau. Donc la mobilité est une réelle demande chez eux. Donc on est en train de l'introduire. Et ils sont vraiment en demande. Donc ça, ils sont en attente de ça. Ouais. Donc des tablettes, quoi. Pour eux, c'est essentiellement des tablettes, ou sinon c'est en pied de machine, des emails pour l'opérateur en pied de machine. Tout à fait. Et puis vous êtes aussi en train d'ajouter dans certaines usines des grands écrans, comme on retrouve, je ne sais pas si on voit passer certaines images, mais des grands écrans qui affichent finalement en presque temps réel des données et les alertes. Quoi. Alors effectivement, on a des salles dédiées avec tous les KPI principales de l'usine qui ont été numérisés. Certaines usines ont fait ça, donc des salles dédiées à ça qui affichent et les alertes et les grands KPI des machines principales. Et qui du coup permettent de partager au point du matin, du midi ou du soir un peu l'état de production. D'accord. Merci. Donc on voit bien l'implémentation, gain, usage, etc. Donc maintenant, si on se projette un peu sur l'avenir, les perspectives que vous voyez chez Constellium par rapport à tout ça, ce que ça ouvre, non seulement d'un point de vue efficacité d'industriel, mais aussi sur la partie humaine. Comment est-ce que vous voyez ces nouveaux outils changer le rapport à l'humain et les rôles de vos hommes dans les usines, de vos hommes et femmes? Alors, la partie humaine, elle est fondamentale. C'est celle qui fait le digital, j'allais dire, parce que c'est eux qui sont en demande et c'est les utilisateurs finaux de ce qu'on développe. Et elle est absolument clé.
c'est des services qui sont en demande et de ce que eux imaginent qu'on va créer l'industrie de demain, l'industrie 4.0. Voilà, c'est vraiment eux qui sont au cœur de ce qu'on va développer. Et le deuxième point étant que, ayant décidé d'aller centraliser nos données dans Azure, on va pouvoir par-dessus ce dépôt universel de données monter tous les services qui sont destinés aux opérateurs. Et lorsqu'un service aura été monté et qui se retrouvera utile, comme le système d'alerte, l'usine qui voudra ce service pourra être déployée, j'allais dire, assez rapidement, parce que le système, la donnée sera toujours la même, toujours au même endroit, et il suffira juste de dupliquer le système informatiquement pour en faire bénéficier 2 usines, 3 usines supplémentaires, 4 usines supplémentaires, etc. Donc un passage à l'échelle qui est très simple. Oui. Tu voulais dire quelque chose ? Je rajouterai techniquement Vas-y, après, si tu veux. Ouais. Mais non, l'objectif aussi, c'est de rester en innovation. Comme vous l'avez remarqué sur Azure, il y a de plus en plus de technologies qui sont à disposition. Donc on reste toujours dans cette démarche d'ouverture d'esprit et d'innovation. Donc on va se tourner, je pense, aussi rapidement sur tout ce qui est IoT. Et quand tout à l'heure je parlais de presque temps réel, l'objectif aussi, je pense, ça va être d'instancier des choses en temps réel grâce à l'IoT et les services sur Azure. Ouais. Et donc toute une roadmap de services et d'innovation que vous, dans une démarche dynamique de apprentissage, structuration, démultiplication, voilà, et puis ensuite aussi par ces ambassadeurs récupérer les besoins terrain pour les réaliser avec l'aide du central si besoin ou en local uniquement si c'est simple, et puis ensuite le systématiser partout. Exactement. C'est les retours d'expérience sur les essais qu'on a faits ou sur les services qu'on a mis en place qui nous permettent d'une part d'affiner ce qu'on appelle les fondations, et d'autre part d'imaginer ou de venir combler des besoins que les usines nous remontent concernant leur digitalisation. Et alors, dans les discussions qu'on a de manière assez régulière, tu me disais qu'il y a un autre aspect que tu trouves fondamental dans tout ce qu'on fait avec le digital, c'est dans la partie humain, ce côté créativité. Donc, donner grâce à ces outils la créativité aux opérateurs, parce que c'est eux qui savent le mieux faire ce qu'ils ont à faire. Donc, leur donner les moyens de mieux faire grâce à ces outils. Et puis, l'autre côté, c'est le côté en plus nouvelle génération, avec tout le monde à la maison a des applications pour faire plein de trucs et c'est hyper déceptif d'arriver au bureau et de se retrouver avec des outils complètement obsolètes. Donc il y a aussi cette notion d'attractivité. Oui, tout à fait. Métier. Alors chez nous, on voit bien sur les différents groupes de maintenance, ceux qui performent le plus, et en tout cas dans le 4.0, les plus innovants sont là où il y a des jeunes créatifs qui sont des natifs digitaux, j'allais dire, un côté geek prononcé, mais qui sont en maintenance. C'est eux en général qui portent les sujets d'exploration, qui ont une idée, qui l'essayent de leur côté, qui à un moment trouvent une limite et disent ok, ça a marché, dites digital, j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin. Et ces équipes-là sont vraiment pour nous des gros moteurs. Ouais. Et donc vous n'avez pas eu à leur demander, c'est devenu par eux-mêmes, ils se sont dit mais tiens, pourquoi je ne ferais pas ça comme ça ? Exactement, ouais. En général ça vient par eux, en général ils essayent aussi tout seuls de leur côté. Et quand c'est un succès, oui, ils viennent nous voir en disant voilà, ça il faut qu'on aille plus loin. Ouais. C'est pour raconter une petite anecdote justement sur l'usine de Montreuil. Comme je disais, on a essayé de les impliquer vraiment sur toute la continuité du projet. Et finalement, quelques temps après, on a un des opérateurs qui a monté lui-même sa petite base de données et qui a mis un petit Grafana dessus pour faire de la visualisation de données en temps réel. Donc ça a été super bien pour nous et positif parce qu'effectivement il y a l'adoption, l'innovation et maintenant c'est lui qui nous dit quand est-ce qu'on fait de l'IoT quoi. Moi je fais du temps réel, maintenant mettez ça grandeur réelle sur mes machines. Super intéressant. Donc dans ce processus qui a démarré par les interviews de processus, etc., il y a aussi eu finalement un apprentissage de ce que le digital pouvait faire et petit à petit en plus il y a plein de tutos en ligne, etc., qui sont accessibles et ça leur donne la volonté d'y aller. Écoutez, merci. En synthèse, quelles seraient vos recommandations, 1 de l'industriel et 2 de l'implémentation aux personnes de la salle pour démarrer ce type de projet ? Il faut penser comment ? Il faut impliquer les COMEX ? Enfin, c'est quoi les facteurs clés de succès que vous pensez importants à garder en tête ? Alors, premier facteur clé, je dirais, pour l'industriel, c'est que le digital est là pour aller au-delà de processus qui sont déjà bien établis, qui sont bien en place. Donc quand vous avez une équipe qui fonctionne, un processus qui tourne, etc., le digital va vous permettre d'aller plus loin que ce que font. Tenter du digital sur des équipes qui ne sont pas stables ou sur des processus qui ne sont pas au point, ça ne marche pas terrible. Voilà, c'est pas là pour compenser, c'est là pour aller vraiment plus loin.
Deuxième recommandation, c'est d'essayer. C'est en essayant qu'on a découvert quels étaient nos piliers, ceux qui ont fonctionné. Et à vrai dire, on les a vus très très vite arriver, ceux qui étaient vraiment fondamentaux pour Constellium. Et c'est en essayant qu'on a vu ce qui se dégageait. Et après, je dirais que le troisième, c'est de se faire accompagner pour ne pas se noyer. Ça, c'est important aussi. Et c'est des grands projets très coûteux, très longs, ou c'est des choses justement avec le cloud, etc., qui permettent de démarrer petit, essayer. Non, on apprendre. peut démarrer petit, on peut essayer. Enfin, voilà, la ressource sous cloud en elle-même, unitairement, coûte absolument pas cher. Donc, les POC sont très faciles à faire, effectivement. Après, le passage à l'industriel, oui. Industrialiser un POC, oui, c'est là où il faut avoir sélectionné le POC à la valeur. Ouais. Ouais, très bien. Et selon moi, je pense que vous l'aurez compris de par ce que je vous ai expliqué, mais il faut... La première chose, c'est d'établir un lien très, très fort entre justement les opérateurs, les métiers, le fonctionnel et la technique. Finalement, on a eu pendant longtemps une vision de l'IT comme la boîte noire, on ne sait pas, ça va pas assez vite, les projets finalement vont moins vite que comment avance le métier. Maintenant, il faut justement, je pense, impliquer de façon plus forte les opérateurs dans cette démarche, qui comprennent vraiment les enjeux, qui comprennent que c'est possible, que leurs projets ils peuvent être mis en place et qu'on est là finalement pour les accompagner. Donc c'est vraiment une approche commune et vraiment les impliquer sur la longueur du projet. Et puis, comme je le disais, le deuxième pilier en synthèse, hein, c'est l'innovation. Il faut pas avoir peur d'essayer petit au début. Et troisième chose, c'est qu'une fois qu'on a effectivement vu que ça marchait, il faut quand même garder à l'esprit que le projet, pour le passer en production, il y a des choses qu'on ne se rend pas forcément compte comme ça, parce que l'effet waouh peut effectivement cacher certaines choses, mais il faut bien prendre en considération qu'après, il y a un vrai projet et de la vraie supervision à mettre en place sur ces technologies-là. Donc voilà, en synthèse, des technologies qui permettent vraiment d'avoir un changement d'échelle sur l'efficacité dans les usines, efficacité individuelle et collective. Et puis vraiment, et vous le voyez dans l'échange qu'on a là, c'est maintenant des choses qu'on sait faire. On sait faire ces approches petits pas qui néanmoins sont industrielles pour le passage à l'échelle derrière, démarrer par des petits projets, entraîner les équipes, donc pas faire ça en chambre, mais vraiment faire ça avec les métiers. Donc ce lien IT-OT, on l'a fait, on le vit au quotidien. On a les technos pour le faire, on a les partenaires pour accompagner, on a les clients qui sont prêts à témoigner pour vous expliquer comment faire, parce qu'on a tous cette envie d'avoir l'usine 4.0 qui permette, en particulier à la France, de décoller, de continuer à gagner en compétitivité. Donc voilà, n'hésitez pas, même après la conférence, à venir nous voir pour partager ensemble sur la manière dont on peut vous accompagner. Est-ce qu'avant cela, je vois qu'il nous reste 5 petites minutes, il y a des questions éventuellement dans la salle? Oui. Excusez-moi, bonjour. J'ai pas bien compris, toute la partie acquisition a été réalisée de quelle manière, avec quel logiciel? Parce que j'ai compris que tout allait finir dans le Azure, ouais, dans le cloud, mais toute la partie récupération, vous avez utilisé quoi? Effectivement, tout est sur Azure. On a ce qu'on appelle un outil qui s'appelle Data Factory sur Azure, qui permet de se connecter grâce à multiples connecteurs. Je ne sais pas combien on a de connecteurs. Il y en a 800. Ouais, 800, entre 800 et 1000 de plus en plus, qui se connectent à différentes sources de données. Donc finalement, on a mis en place ces flux où on vient se connecter avec ce connecteur Data Factory. Après, bien sûr, avoir mis en place toute la partie gateway, donc passerelle, parce qu'il y a toute la sécurité avec le on-prem et le cloud. Une fois que ces gateways sont installés, on est capable avec Azure d'aller chercher finalement les données dans leurs sources directement à leur propre format. Donc les formats sont vraiment différents. On a pour justement le système d'alerte un format propriétaire IBA, donc c'est du binaire. Donc ce qu'on met en place derrière, c'est des systèmes de transformation de données avec du Python. Mais on a aussi d'autres solutions, d'autres connexions. On se connecte à des bases de données, des choses comme ça, à des outils de CRM. Enfin voilà, on a tellement de connecteurs possibles. Et ensuite, c'est l'intelligence qu'on met derrière qui va être plus ou moins avancée en fonction du format de données. Tu veux compléter ? Oui, du côté industriel, chez nous, nos données arrivent sur les automates programmables qui sont liés aux machines. Et derrière, on avait déjà donc le système dont vient parler Margot, IBA, qui permet de les récupérer et de les stocker sous forme de fichiers localement. Et en fait, nous n'avons eu juste qu'à pousser ces fichiers sur un serveur qui est dédié dans l'usine.
qui après est en interconnexion avec Azure et dont les fichiers sont automatiquement rapatriés dans nos bases centrales. Alors, il y a tout un sujet local, global là, qu'on peut reprendre. Et pour finir en synthèse, 3 types de données à acquérir. Les données qui vont être des systèmes existants, CRM, ERP, etc. Les données qui vont être des machines, donc souvent agrégées sur des serveurs locaux et sur lesquels on envoie l'information ensuite dans le cloud, mais de manière structurée, etc. Et puis les données manuelles, donc c'est saisie, tour de terrain, etc., dont je parlais précédemment, qui tout ça rentre dans le système. En 2 minutes, la partie locale, globale, la partie réplication de l'information sur du edge pour être accessible en mode déconnecté, etc. Alors oui, c'est quelque chose qu'on a en vue. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça va venir, c'est dans les cartons. Effectivement, tout ce qui est alerte n'a pas vocation pour l'instant à éteindre un incendie qui se déclare dans l'usine. C'est non. On n'est pas là pour remplacer le pilotage de la machine. On est là pour accompagner sur des tendances. Et effectivement, à terme, on vise effectivement d'aller porter le edge au plus proche de la machine pour répondre à ce besoin de temps réel qui est l'étape d'après. Et pour ajouter, on était ici même l'année dernière, à peu près à la même époque, avec un de nos autres clients industriels, où effectivement, là, on avance. Maintenant, on met des modèles d'intelligence artificielle on-edge qui permettent de détecter des défauts sur les chaînes de production, des choses comme ça. Donc, on a encore vraiment cette barrière qui finalement saute maintenant grâce à ce type de technologie entre les données qu'on va vraiment avoir dans l'usine, même si on n'a pas forcément de réseau, même si on n'a pas tout qui est équipé en Wi-Fi ou quoi que ce soit, qui nous permettent ensuite de rapatrier, de faire tourner et d'utiliser la puissance du cloud pour ce type de choses. Donc les modes hybrides qui sont super importants et qui vont permettre d'aller plus vers le temps réel, les modèles d'IA transmis au pied de la machine, et puis toute une gestion derrière de modèles d'IA, parce qu'on voit qu'il n'y aura pas 1 ou 2 modèles d'IA par usine, il y en aura des milliers, et il y aura du versioning à prendre, de gérer des versions de modèles d'IA. Un modèle d'IA qui va calibrer une machine, si vous changez l'alimentation, le produit, la qualité du produit en pied de machine, ce sera sans doute un autre modèle d'IA à mettre en place. Donc il y a comme ça toute une dynamique en fait de gestion de modèle d'IA qui est à penser de manière industrielle. Même chose quand vous allez changer une pièce dans la machine, la calibration initiale avec une nouvelle pièce ne sera pas la même que la calibration 3 jours ou 1 mois après. Donc il faut penser à ces modèles d'évolution d'IA et tout ça, ça se gère de manière industrielle. Peut-être dernier élément, parce qu'on parlait des réseaux, est-ce que vous avez des recommandations sur les réseaux à l'intérieur de l'usine? Est-ce que le réseau des machines peut ou doit être le même que les réseaux de la communication, de ces remontées d'infos, etc. Est-ce qu'il faut 2 réseaux? Est-ce qu'il faut faire attention à la bande passante? Comment est-ce que vous le... Alors oui, la bande passante est quelque chose qu'il faut prendre en compte, oui, ça c'est vrai. Est-ce que les réseaux doivent être les mêmes? Non, clairement pas. Enfin, je pense que la sécurité est là avant tout il faut bien qu'on puisse séparer les réseaux de production des réseaux traditionnels. Maintenant, effectivement, le réseau de production doit pouvoir pousser ses données à l'extérieur. Et ça, il faut avoir les bonnes passerelles en place au bon endroit. Voilà. Donc c'est à penser, mais on le fait très bien. Voilà, on arrive au bout. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Et puis très bon salon. Merci. Merci. Merci.